Le tarot et son monde fascinant, son message secret, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de ces 2 heures d'émission sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, la première émission de cette 3e saison, avec mon invité Jean-Claude Flornoy, qui est un des meilleurs spécialistes de l'histoire du tarot en France. Quel est votre métier exactement, l'intitulé de votre métier, Jean-Claude Flornoy? Quartier enlumineur. Voilà, c'est un rapport donc direct avec le tarot. Quartier enlumineur, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je refais les cartes, soit à l'ancienne quand je les fais à la main, soit avec l'ensemble des référentiels de ces époques passées. Les couleurs sont aussi proches que possible de ce qu'elles ont pu être, les graphismes évidemment, et la carte elle-même. Ouais. La dimension, le format, le dessin, c'est vous qui refaites ces tarots. C'est ça, je reprends je pars des originaux conservés à la Bibliothèque nationale, ouais. Et je refais les tarots aussi proches que possible, encore une fois, de ce qu'ils ont pu être. Ouais. D'ailleurs, je signale au passage que si l'on veut se procurer un jeu de tarot que vous fabriquez, il suffit d'aller sur votre site et on peut les commander sur Internet. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas excessif, en plus, une vingtaine d'euros, 22 € plus le port, je crois. C'est ça. Voilà. Exactement. Ce qui est tout à fait correct et modeste comme prix. Bien. Alors, Jean-Claude Flornoy, première question, un petit tour d'horizon du tarot dans le monde occidental dans lequel on vit au XXIe siècle. Est-ce que le tarot a toujours autant de succès? 1 million. 1 million de personnes qui s'intéressent au tarot divinatoire seulement. Oui, effectivement, oui. Ce qui est colossal quand même. C'est important, oui. Aujourd'hui, c'est peut-être le tarot est peut-être l'instrument de divination le plus utilisé en France. Mmh. Alors là, vous parlez de divination. On est d'accord pour dire que ces cartes ne servent pas uniquement à jouer. Est-ce qu'on peut jouer avec ou pas du tout finalement? Le jeu de tarot est arrivé comme jeu d'argent. Donc c'est un jeu à la base. Ouais. C'est un jeu d'argent. Tout de suite, les cours des princes italiens, parce que le tarot est apparu en Italie, les cours des princes italiens veulent l'utiliser et l'utilisent pour la divination. Ils font faire des cartes spéciales, extrêmement bien enluminées à la main, avec des rehaussés d'or, etc. Ces cartes sont destinées à être affichées et sont destinées à la divination strictement. On ne peut pas jouer avec. Ouais. Parallèlement se développe aussi toute une fabrication de cartes populaires, ordinaires, en papier, qui, elles, servent pour le jeu d'argent. Voilà, donc à la base, c'est vraiment un jeu. D'argent. Précise-t-il, d'argent. Pourquoi un jeu d'argent? Pourquoi est-ce que ça a son importance? Ces époques passées étaient extrêmement joueuses et il y avait un nombre très important d'amateurs de jeux de toute nature. Ouais. Les osselets, les dés, les dominos, etc. Et le tarot a tout de suite pris sa place comme un des jeux principaux et favoris pour l'argent. Oui. Avec les mêmes règles, grosso modo, que l'on connaît maintenant, c'est ça? Grosso modo. Avec l'annonce, aller au bout, le petit, le chien, etc. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais les règles anciennes, ou la règle ancienne, parce que nous en avons une qui date de 1637, est très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Alors, Jean-Claude Flornoy, est-ce qu'il existe un seul jeu de tarot authentique ou est-ce qu'il en existe plusieurs? Plusieurs. Il y a plusieurs... les tarots ont été fabriqués par des maîtres quartiers qui étaient eux-mêmes issus du compagnonnage, donc qui avaient reçu un certain nombre de transmissions autour de ces graphismes, de ces dessins, et chaque maître avait son atelier. Donc, avec des compagnons, apprentis, et bien sûr, selon la ville où il était, il y avait des maîtres différents. Donc, nous avons des tarots faits par des maîtres différents.
Oui. Quand vous dites des tarots faits par des maîtres différents, en quoi consistait le travail exactement d'un de ces maîtres? C'est de reproduire à l'exact des tarots qui existaient déjà. Alors je sais pas, moi, sous forme de presse, ils achetaient j'allais dire des tampons, c'est un peu trivial, mais des moules, quoi. Enfin, un modèle précis qu'ils se contentaient de reproduire, ou ils apportaient des modifications, ou ils les dessinaient entièrement. En quoi consistait leur travail? Alors, selon les époques, disons que la toute première, pour les plus anciens des tarots qui nous soient conservés, ils ont été faits en création par des maîtres quartiers. C'est-à-dire, ils ont réactualisé les dessins qu'ils avaient reçus de leur propre maître au cours de leur formation. Donc ils les ont redessinés. Ils les ont refaits. Ouais. Ce n'est qu'à partir de la moitié du XVIIIe siècle où là on copie, ce qui n'a rien à voir. Mm-hmm. On change de registre. Nous passons d'un registre de création et de transmission de maître à compagnon à un registre d'éditeur et de fabrication purement commercial, là, ce coup-ci. Commercial avec des copies, soyons honnêtes. Oui, tout à fait. Et alors, le travail de ces maîtres pour observer un petit peu leur travail de manière précise, ça devait coûter cher, j'imagine, un jeu de tarot, parce que c'était sur pas du papier, mais du carton, enfin du carton spécial pour cartes, donc au départ. Pas tout à fait. C'était des contre-collages de trois feuilles de papier. Nous avions la face, sur laquelle nous avions les images. Mm-hmm. Nous avions une âme à l'intérieur qui était un carton. Pour rigidifier l'ensemble, en quelque sorte. Et le dos était dit taroté, c'est-à-dire il a un certain nombre de dessins dessus, en général soit des hermines, soit des croix de Malte, afin de masquer les taches. Et donc ces trois feuilles étaient collées ensemble. Mm-hmm. Et ça donnait une carte relativement rigide. Les cartes d'autrefois, autrement, avaient le dos blanc. Ah bon? Et on les recyclait comme carte de visite, carte ordinaire. Ah bon? Mais les tarots étant très chers à fabriquer, puisque nous avons 78 cartes dessinées, qui sont toutes dessinées. Ah bon, ça n'est pas imprimé? Si, elles sont imprimées, mais il faut aussi les mettre en couleur. Et il y a 4 passages de couleurs sur les cartes numérales. Et il y en a 6 sur les figures. Ah, donc le coût d'un tarot était très élevé. Mm-hmm. Donc n'importe qui ne pouvait pas s'offrir un jeu de tarot. Oh non, n'importe qui ne pouvait pas, ça c'est clair. Les tarots servaient de nombreuses fois, alors que les cartes ordinaires, elles servaient très peu. Elles servaient 4 ou 5 fois, et après ça, elles étaient recyclées. Les tarots, ce n'est pas le cas. Mm-hmm. On servait les tarots. Mais alors, est-ce qu'il en a été fabriqué beaucoup? On doit avoir pas mal de traces si beaucoup de jeux ont été vendus, même s'ils étaient chers, mais pas plus chers qu'un livre, j'imagine. Ah bon? Ou disons, voilà, un prix équivalent à un livre, oui. Ah oui? Oui, au moins. Ouais. On considère qu'au XVIIe siècle, il y a eu à peu près 1 million de jeux de fabriqués. Ce qui est considérable tout de même. Considérable. 1 million de fabriqués sur lequel il nous en reste 3. Oui, c'est peu. Je crois qu'on puisse dire. Effectivement, oui. Oui, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de livres qui ont traversé les siècles. Oui. Et pourquoi cette disparition? Parce qu'ils étaient transportés sans cesse, plus fragiles, comment? Le papier reste fragile et quand on manipule de très nombreuses fois le papier, il s'abîme, il s'esquinte, il se tache, etc. Mm-hmm. Beaucoup d'accidents, beaucoup de je ne sais trop quoi dire. Le papier est fragile. Et comme c'était un jeu d'argent jusqu'au XVIIIe siècle à peu près, hein? 19e. Jusqu'au 19e. À la fin du 19e siècle, les tarots qui aujourd'hui servent à la divination ont eu un usage de jeu d'argent. Donc effectivement, ceci explique cela, enfin concernant leur disparition. À ces siècles-là, on devait plus facilement sortir le jeu de tarot pour gagner ou perdre quelques sous que sortir un livre. Oui, tout à fait.
Donc, donc, ce qui fait que, effectivement, les jeux de tarot ont diffusé, se sont usés beaucoup plus que les livres. Il en existe plus que 3 exemplaires, hein, nous avez-vous dit. De jeux du XVIIe siècle. D'accord. À partir du XVIIIe, nous en avons beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Mhm. Nous rentrons dans une ère qui s'industrialise et le nombre de jeux qu'il nous reste du XVIIIe est très important. Ouais. Et alors, ces 3 jeux connus, où sont-ils? Conservés à la Bibliothèque nationale. Les 3. Les 3. Nous avons une très grande richesse à la Bibliothèque nationale. Nous sommes le seul pays au monde qui ait une telle richesse de jeux de tarot. Mhm. Et alors, le jeu de tarot existe-t-il en plusieurs langues? Ah non. Non, non. Même en Italie, on utilise la langue française pour nommer les arcanes. Ah bon? Oui. Ah ça c'est étrange ça. Ça tombe bien, on est dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, mais c'est étrange quand même. C'est étrange. Et vous avez une explication à ce phénomène? Je crois que l'explication est simple. C'est parce que en France, nous avons eu de nombreux ateliers qui ont beaucoup exporté et qui ont fini par exporter vers l'Italie et éliminer leurs concurrents italiens. Ouais. Je crois que c'est surtout ça. Et donc, partout où l'on va dans le monde, enfin dans le monde occidental, Oui. à cette époque-là, 16e, 17e, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Angleterre peut-être, en Espagne ou en Italie, le tarot était en français. Quand on joue au tarot en français. Ah, c'est fabuleux ça. Oui. Bon, Oui, oui. très bien. Parfait. Jean-Claude Flornoy, une première pause. D'accord. On va continuer évidemment cette discussion très intéressante. On l'a effleuré un petit peu, mais là on va rentrer plus profondément dans ce dossier de l'histoire, l'historique de ce jeu de tarot. Quand est-ce qu'il est né? Par quel hasard est-il né? Vous allez nous raconter l'histoire de ce jeu. Et je vous demanderai toute une série de questions, son évolution à travers l'histoire bien entendu, qui l'a créé, etc., etc. À tout de suite si vous le voulez bien. À tout de suite. Jean-Claude Flornoy, un des meilleurs spécialistes français de l'histoire du tarot, est mon invité ce soir. C'est le premier invité de cette première émission des Aventuriers de l'étrange, saison 3 sur Sud Radio, je vous le rappelle. On se retrouvera désormais tous les vendredis soirs, comme ce soir, et samedi soir, 23h, 1h du matin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser également vos coordonnées si vous avez vécu des phénomènes paranormaux et si vous voulez témoigner dans cette émission, si vous voulez que l'on en parle avec des spécialistes dans différents domaines, que ce soit les maisons hantées, que ce soit les sorties hors du corps, que ce soit les prémonitions, que ce soit également les expériences de mort imminente ou le phénomène d'apparition, vous nous appelez au 0826 300 300 en me laissant vos coordonnées et un résumé de ce que vous avez vécu, ou également vous pouvez m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Revenons à nos moutons, en l'occurrence les tarots, avec Jean-Claude Flornoy. Alors, le tarot, Jean-Claude Flornoy, le plus ancien, non pas qui existe encore, mais dont on a entendu parler, date de quand? Le plus ancien jeu de tarot? Alors, nous avons quelques dates certaines qui sont 1375, 1376 et 1377. C'est très ancien. Les premières Ouais. interdictions d'un jeu nommé Naibi, apparu aux alentours, aux environs de Rome, entre Rome et Florence. La seule chose que nous ayons, ce sont des interdictions. Des interdictions de jeu. Ouais. Le premier tarot que nous ayons, sur lequel nous puissions mettre le mot de tarot, c'est 1425, un des tarots princiers de la famille Visconti Sforza. Ouais. Mais alors, s'il y a eu une interdiction en 1367, à peu de choses près, 76. 1376, pardon, Oui. ça veut dire que ce jeu existait bien des années auparavant. Non. Non. Nous considérons qu'il est arrivé probablement en 1375, ramené du Moyen-Orient, probablement de Petite Arménie, de Cilicie, par un croisé de retour du dernier royaume franc Ouais. du Moyen-Orient, qui l'a ramené dans sa poche. Peut-être était-il un maître du tarot, un maître enlumineur, nous ne savons pas.
Nous connaissons son nom, Aïl. Aïl. Aïl, H-A-Y-L. Oui. Voilà, c'est tout. Les textes nous parlent de lui, c'est tout. Mais les textes parlent de lui comment en tant que... Comme ayant apporté le tarot en Italie du Nord, entre Rome et Florence, donc, aux alentours de 1375-1376. Donc vous êtes en train de nous dire là que le tarot serait d'origine du Moyen-Orient. Il semblerait. Ouais. Nous n'avons aucune preuve, il semblerait, c'est le seul texte qui nous parle de ça. Donc nous n'avons pas d'autres références. Et j'imagine que quelques-uns parmi les spécialistes du tarot sont peut-être allés jeter un œil, voire les deux, dans les grandes capitales du Moyen-Orient, essayer de voir s'il subsiste un jeu qui ressemblerait au tarot, ou ce qu'aurait pu devenir le tarot. Oui, nous avons conservé au musée d'Istanbul un jeu Mamelouk, probablement un peu plus tardif que ça, du début du 15e, ouais. qui ressemble au tarot. Voilà, c'est la seule chose que nous ayons. Ouais. Et ce tarot primitif entre guillemets, allait même avec les atouts, avec des cartes où il n'y a que des nombres. Ça ressemble un peu. Enfin, c'est un peu dans les grandes lignes la même chose. Non. C'est le même genre de technique. D'accord. C'est la technique d'enluminure, mais non, nous sommes en monde arabe pour ce tarot mamelouk. Nous ne sommes pas du tout en monde chrétien. Il n'y a pas d'image. Il y a juste des représentations, des entrelacs, des choses de cette nature. Nous ne sommes pas du tout en civilisation chrétienne et ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, Jean-Claude Flournoy, racontez-nous donc l'histoire de ce jeu. Il est apparu 1376, vraisemblablement, oui. De manière mystérieuse, puisque ce fameux Aïl, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, d'où il venait, est-ce qu'il est devenu? Aïl est surnommé le Sarrasin. Oui. Mais il faut savoir que lorsque vous étiez un retour d'immigration venu du Moyen-Orient et que vous étiez franc, vous étiez bronzé et on vous surnommait Sarrasin. Donc c'était difficile de... Voilà, nous n'avons pas plus de documents là-dessus. Ouais. Le Sarrasin Aïl. Voilà. Ouais. Bon. Ça donne une aura encore plus mystérieuse oui, tout à fait. à la genèse de ce jeu. Et ensuite, alors? Et ensuite, nous savons qu'il y a eu un usage de jeux d'argent donc depuis ce moment-là, depuis 1375-1376. Mais les premiers jeux qui nous soient conservés, ce sont les 236 cartes enluminées à la main, dits de Visconti Sforza. Ce sont des familles royales, ainsi que la famille d'Este, qui ont fait faire, ça nous le savons de manière historique, qui ont fait faire des jeux donc enluminés à la main par d'excellents artistes, Bonifacio Bembo entre autres. Ce sont des cartes extrêmement belles, de très grand format, mais qui ont servi à la divination et non. Mais pas au jeu. On ne peut pas jouer avec ces cartes-là. Là, on est à quelle période à peu près? On est entre 1425 et 1480. Oui. Pas très loin quand même, donc de l'arrivée de ce jeu très proche. En Occident. Très proche. Ouais. Et quand vous dites grand format, c'est-à-dire donnez-nous un ordre de dimension 18 pour cm de haut. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et environ 3 mm d'épaisseur, 2-3 mm d'épaisseur pour chaque carte. Ah oui, ce sont des miniatures, carrément. Ce sont des miniatures, oui. Et relativement grandes. Oui, tout à fait. Avec donc la même iconographie que celle que l'on retrouve maintenant sur le tarot traditionnel? Très très proche. Très très proche. À cette époque-là, les cartes n'étaient ni numérotées ni nommées. On considère que c'est à l'époque de François Ier, après son retour de guerre d'Italie, que les tarots ont été fabriqués en France et que ce serait à cette époque-là qu'ils auraient été numérotés et nommés. Mais nous n'avons aucune preuve. C'est une estimation, qui me semble valable, mais bon, nous n'avons aucune preuve. Ouais. Et alors, ensuite, comment est-ce que le jeu a évolué? Quelles sont les traces qu'il a laissées dans l'histoire au fur et à mesure que l'on se rapproche de nous? Il n'a pas évolué. C'est ça qui est fabuleux. N'a pas changé depuis l'origine.
Et je crois que c'est là le grand mystère. Il n'a pas évolué du tout. Il a été repris par différents maîtres qui l'ont réactualisé pour leur époque, c'est-à-dire, grosso modo, changer un peu les costumes, des personnages, mais tout y est exactement depuis le départ. Et il a évolué au sein de la société de quelle manière? Là, vous nous avez laissé en 1400 et quelques, en Italie. Il s'est répandu ensuite très rapidement. Comment ça s'est passé? Même bien avant, il s'est répandu depuis pratiquement son arrivée comme une traînée de poudre sur l'ensemble de l'Europe. Mais entre les tarots historiques enluminés à la main pour les familles Visconti Sforza et les premiers tarots populaires papier qui nous soient conservés, nous avons un trou de 2 siècles dans lequel nous n'avons rien. Absolument rien. Absolument rien. Quelques bribes, quelques déchets de fabrication, par-ci, par-là, mais vraiment des déchets. Rien. Mais ce qui veut dire que le tarot a continué à exister quand même. Il a continué à exister, mais l'histoire ne nous en a pas gardé de traces. Ou si peu que c'est pas la peine d'en parler. Oui. Ou très peu. Mais même pas dans les comptabilités des maîtres quartiers, par exemple, je ne sais pas, ce genre de documents comptables. Dans les comptabilités de maîtres quartiers, on fait allusion à des jeux de cartes, mais on ne spécifie pas si c'est tarot ou autre. Ouais. Ouais. Ce n'est pas spécifié. Donc, ce qui veut dire qu'il existait d'autres jeux de cartes alors? Les jeux de cartes ordinaires, celles que nous avons encore aujourd'hui. Ah oui, avec les piques, les cœurs, les trèfles. Ça, tout à fait. Mais il faut savoir qu'à ces époques, les quartiers étaient spécialisés soit en tarot, soit en cartes ordinaires. En général, ils ne faisaient pas les deux. D'accord. Et donc, ça s'est arrivé, je résume rapidement, arrivé avec un personnage étrange, mystérieux, le Sarrazin Haïl, voilà. dont on ne connaît rien. Rien. Très peu de temps après son arrivée, l'année qui suit son arrivée, donc, et lui arrive avec un jeu de tarot. Le jeu de tarot est interdit. Voilà. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Tout de suite. Comme réaction, bon, enfin, du moins, voilà. Ensuite, le jeu, nous dites-vous, en quelques années, se répand comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. Oui. Donc ça, connaissant l'époque, les difficultés de communication, on n'était quand même pas à l'heure d'Internet ni du téléphone. Hein. Oh, les gens voyageaient beaucoup. Certes, mais quand même. Beaucoup plus qu'on imagine. Un tarot, ça pèse pas lourd dans un sac. Oui. Et comme ça permet de rapporter gros... C'est vrai, ça a peu aidé. Bon, d'accord. Ok, je vous suis sur ce terrain-là. Très bien. Ensuite, autre chose qui est assez étonnante, le jeu n'a jamais évolué, à quelques exceptions près, quelques détails près, mais il n'a jamais évolué de manière significative. Non. Les dessins sont quasiment toujours les mêmes depuis sa création. Toujours. Ouais. Alors, question, si on sait que c'est le Sarrazin Haïl, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'il l'a apporté en 1375 à peu près, Oui. en Italie, enfin entre Rome et Florence, qu'il l'a apporté, qui l'a créé? Ah, mystère. Oui, non, ça suffit pas comme réponse, ça, Jean-Claude Florent. Nous n'en savons rien. Nous n'avons aucune espèce d'idée. Nous pensons qu'il a été créé, je dirais une génération avant, du côté de la Cilicie, c'est-à-dire dans la région de Damas, dans le Taurus ou dans ces coins-là, Ouais. en Petite Arménie, c'est-à-dire le dernier royaume chrétien à avoir résisté aussi bien aux Mongols qu'aux Mameluks et qu'à Byzance. Donc ce royaume est le seul à avoir perduré au cours du XIVe siècle, le seul royaume chrétien donc du Moyen-Orient à subsister là-bas. Et ce que nous savons aussi, c'est que cette région du monde était spécialisée en enluminures et les enluminures de Cilicie sont absolument superbes. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire. Oui. Donc il y aurait tout un tas de facteurs pour comme on dit dans le jargon politique, s'autoriser à penser, dans les milieux autorisés, que le tarot soit né là-bas. Voilà. Ouais. Il existe d'autres opinions, mais celle-là fait partie des plus intéressantes.
Vous voulez dire de manière, je dirais pas, j'allais employer le terme scientifique, mais Non. de manière historique, la plus plausible. C'est ça, la plus plausible. Oui. Les autres opinions plus, comment dirais-je, plus exotiques consisteraient en quoi? Plus magiques, venant d'Égypte, etc., etc. Nous avons eu beaucoup de textes au 19e parlant de ça. Oui. Bon. Ouais. Voilà. Bien. Et alors, quand est-ce qu'il y a eu cette scission? Parce que le tarot que l'on utilise, le tarot de Marseille par exemple, le tarot qu'on utilise comme étant un jeu divinatoire, c'est lui qui a donné naissance au tarot que l'on connaît, avec tous les concours, avec il y a même, je crois, des concours nationaux, internationaux de ce jeu. Ce jeu est un petit cousin du tarot? Mais c'est simplement en 1900, nous avons joué de l'argent avec le tarot que nous utilisons aujourd'hui pour la divination jusqu'en 1900. Ouais. Et c'est en 1900 où la Fédération française de jeux de tarot, probablement sur un coup de tête, a décidé de se séparer des ésotéristes qui l'utilisaient pour la divination. Et ils ont créé leur propre tarot sur un modèle de cartes allemand datant des alentours de 1860, 62, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et le tarot que l'on utilise encore de nos jours, c'est le même, j'imagine. Oui. Il n'a pas bougé lui non plus. C'est bizarre. Ça bouge très peu dans ce monde-là, décidément. Le tarot que l'on utilise pour jouer actuellement a-t-il la même, comment dirais-je, la même force que le tarot que l'on utilise pour la divination? Ah non, rien du tout. C'est un jeu complètement. Ce sont des images fort sympathiques, très agréables, qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Oui. Donc c'est juste un jeu, quoi. C'est un jeu. Bien. Et est-ce que le tarot de nos jours a évolué? Est-ce qu'il a eu des petits cousins, des descendants, des petits frères? Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Toute une tribu entière. Il en a des milliers. Ouais. Nous avons actuellement en vente près de 1000 jeux différents qui s'intitulent tous tarot. Depuis le tarot des chats, des pierres précieuses, des Indiens d'Amérique, de ceci, de cela, vous avez de tout, Barbarella, tout y passe. Tout y passe, même Mickey. Même le tarot de Mickey? Même le tarot de Mickey. Pourquoi pas? Voilà. Ouais. Mais avec la même présence? Rien du tout, il n'y a rien dedans. Ce sont des tarots d'artistes, des tarots quelquefois bien dessinés, quelquefois intéressants. C'est pas la question, mais au point de vue divinatoire et au point de vue d'un enseignement intérieur contenu dans ces images, il n'y a rien. Bien. Vous venez justement de faire vous-même la transition en ce qui concerne le jeu et l'enseignement, entre guillemets, que dispense, selon vous, donc ce jeu de cartes, le tarot. Une pause, Jean-Claude Flornoy, et on se retrouve dans quelques instants pour essayer de comprendre avec vous quel est le message qui est dans ce jeu de tarot. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'est la première émission de la 3e saison. Une pause et on se retrouve. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'est la première émission ce soir de la 3e saison avec beaucoup de dossiers passionnants qu'on est en train de concocter, de fignoler, de commencer à étudier avec toute mon équipe. On ira à la recherche des trésors enfouis en France qui ne sont pas encore découverts, les trésors maudits à travers le monde qui ont coûté quand même la vie à pas mal de ceux et celles qui se sont mis sur leur piste. On en parlera également. Il y aura des témoignages, vos témoignages, si vous avez vécu des phénomènes paranormaux. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez me contacter en m'appelant au 0826 300 300, là tout de suite, et en me laissant un message dans ma boîte vocale, Les Aventuriers de l'étrange, avec évidemment un résumé de ce que vous avez vécu comme phénomène paranormal et vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler. Et vous pouvez également m'écrire étrange@sudradio.fr. Ce soir, en tout cas, nous ouvrons cette 3e saison des Aventuriers de l'étrange avec le tarot, un jeu de cartes tout à fait extraordinaire qui est beaucoup plus qu'un jeu de cartes. Jean-Claude Flornoy, un des meilleurs spécialistes en France de l'histoire du tarot, est mon invité. Jean-Claude Flornoy qui a un site que je vous invite à découvrir d'ailleurs, letarot.com. Vous y allez et vous pouvez même, comme c'est un quartier, j'allais dire maître quartier, Jean-Claude Flornoy, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de ce titre ou pas? Oh, écoutez, c'est terminé depuis
Ça fait maintenant 200 ans que c'est fini. Mais c'est pas des histoires, mon bon monsieur. C'était très sérieux pour eux, ça. Ah, pour eux, oui, mais nous, ça fait bien longtemps, malheureusement, que ce type d'appellation n'existe plus. Bon, on va dire quartier alors. Quartier. Bien. Donc Cartier, vous pouvez vous procurer sur son site internet des tarots à l'identique de ceux que l'on retrouve à la Bibliothèque nationale de France, des tarots authentiques, tout à fait authentiques, dont le célèbre tarot de Marseille. Hein. Le tarot de Marseille est une appellation générale Ah, très bien. qui date de la deuxième moitié, qui date exactement de 1930. Ah, c'est très récent, oui. C'est très récent. Il a été appelé comme ça parce que les derniers fabricants de cartes étaient les quartiers marseillais à la fin du XVIIIe. Et ce sont eux qui ont maintenu, je dirais, cette tradition vivante jusqu'à aujourd'hui. Et le tarot, à partir de l'époque de Louis XIV, le tarot a cessé de se vendre dans une grande partie de la France parce que Louis XIV jouait au piquet avec des cartes ordinaires et ne jouait pas au tarot. Alors, si le roi ne jouait pas au tarot, personne en France ne jouait plus au tarot à part dans les campagnes. Oui. Soyons clairs. Ouais. Donc, ce sont les gens de Marseille, les quartiers de Marseille qui ont conservé cette fabrication, principalement pour l'exportation en Suisse et en Italie. Et donc, on a sur ce type de graphisme, l'appellation tarot de Marseille a été faite en 1930 par Paul Marteau, qui était le responsable de chez Grimaud. Ouais. Mais alors, dites-moi, Jean-Claude Flornoy, comment s'appelait le tarot avant qu'il ne s'appelle le tarot de Marseille? Tarot tout court. Tarot tout court. Tout court. Ah oui. Oui, tout court. Ouais, ouais. Quand Rabelais cite le tarot, il cite tarot sans d'autres mots derrière. Ouais, ouais. Et alors, la question quand même la plus importante, ce jeu de tarot, est-ce un jeu de cartes ou beaucoup plus que cela? C'est un jeu de cartes, parce que c'est comme ça que les anciens qui ont dessiné et qui ont, je dirais, conçu ces images ont décidé de le transmettre au travers d'un jeu d'argent dans les bistrots. Ils ont confié tout un savoir que l'on pourrait dire ésotérique à ce jeu de cartes pour qu'il traverse le temps. Donc, ce sont les concepteurs ou les concepteurs. Oui. Bon, on dirait, vous seriez plutôt partant pour dire les concepteurs. Non. Bon. Je pense que, non. Très honnêtement, je pense que c'est que le tarot a été fixé aux alentours de 1350, quelque chose comme ça, par un imagier du Moyen-Orient, un imagier franc du Moyen-Orient. Et catholique donc, enfin chrétien du moins. Chrétien, ouais. Tout à fait, chrétien. Ouais. Suite à des enseignements qu'il avait dû recevoir aussi au travers des soufis, au travers des kabbalistes de l'époque, et que l'ensemble a été fixé vers 1350 par probablement un seul homme, mais sur une sagesse qui, elle, ne lui appartenait pas. Oui. Ça a été le catalyseur, une sorte de Mozart dans son domaine. Oui, quelque part. Ouais. Et alors, question donc, pour aller un peu plus loin dans cette voie, quel est le message retranscrit dans ces cartes, globalement? Le tarot représente l'incarnation humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire, mon colonel? C'est-à-dire toutes les phases de l'existence. Depuis la première partie du tarot s'occupe de l'enfance, la suivante s'occupe de l'adolescence, celle d'après du compagnonnage, de l'apprentissage, du compagnonnage, de la maîtrise et de la sagesse. D'accord. Chacune de ces 5 phases a ses cartes et nous passons d'étape en étape, de carte en carte, depuis notre naissance, vers notre fin, vers notre désincarnation. Mais alors, quand vous dites ça, c'est-à-dire que toutes les étapes de notre vie, on peut les retrouver symboliquement dans la carte, enfin dans une des cartes du tarot? Tout à fait. Alors, c'est quoi? C'est une sorte d'analyse psychologique très très fine pour cette époque-là ou ça va plus loin? Analyse psychologique, le mot est trop moderne pour le tarot.
c'est l'évolution des états d'être qui mènent à la sagesse, qui sont représentés au travers de ces cartes. Les différentes phases qui mènent à la sagesse. C'est la connaissance et la sagesse qui intéressaient nos anciens, pas la sainteté. Donc, ce qui veut dire que ce sont décrits donc dans le tarot comment dirais-je, une vie entre guillemets type idéal. Tout à fait. De zéro jusqu'à la fin. Et quand je dis zéro, c'est zéro, quoi. C'est l'incarnation, le retour dans une nouvelle incarnation. Retour étant le mot de l'âme qui, de vie en vie, s'incarne. Ouais. Nous étions des retours. Mais donc, si je vais dans votre sens, pour bien comprendre finalement les différents messages qui sont codés dans ce jeu du tarot, il faut souscrire à plusieurs hypothèses. Celle que vous venez de citer, par exemple, la réincarnation. Vous savez, la réincarnation a fait partie du canon catholique jusqu'aux alentours de 1300. C'est simplement, nous avons Saint Bonaventure qui a fait encore un traité sur la métempsychose aux alentours de 1250. Faut quand même pas oublier tout ça. C'est simplement avec l'arrivée du thomisme, Saint Thomas d'Aquin, que petit à petit, on oublie les vies antérieures et on ne veut plus en parler. Mais jusque-là, ça faisait partie de la culture. Oui. Donc, la réincarnation, je vous l'accorde. Historiquement du moins, si j'en crois ce que vous venez de me dire, et ensuite l'âme se perfectionne au fur et à mesure, et c'est ce que l'on retrouve à travers ce jeu, j'allais dire entre guillemets, ce bête jeu de cartes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Une bonne partie des images du tarot se retrouvent aussi sur les sculptures des cathédrales. Nous avons à Chartres 4 ou 5 sculptures qui sont des cartes de tarot. Lesquelles? La force, par exemple. Ouais. Nous avons une femme sur un des piliers de Chartres, une femme ouvrant la gueule d'un lion. Nous avons Maison Dieu, que nous retrouvons reproduit. Qui est une tour qui s'effondre, hein, c'est ça, ou qui est frappée par la foudre, semble-t-il, quelque chose comme ça? Non, du tout. Nous en reparlerons tout à l'heure, peut-être. Très bien. J'ai dû dire un gros mot là, ou une erreur. Pas tout à fait, mais presque. Ok. Et d'autres, alors vous avez dit la Maison Dieu que l'on retrouve en sculpture, la Force que l'on retrouve en sculpture sur la cathédrale de Chartres. Oui, Tempérance aussi sur, alors là je ne sais plus quel bâtiment. Maison Dieu c'est Amiens, la Force c'est Chartres, etc. Il y en a. Je vais vous dire, nous en avons 7 ou 8 ou une dizaine peut-être, petite dizaine. Oui. Et alors donc, il faut avoir, comment dirais-je, quel type de connaissances? Parce que quand on joue avec, on fait pas attention finalement aux cartes. C'est pour ça qu'elles ont été mises en couleur et que le fait de jouer est déjà un premier apprentissage. Les cartes sont opératives, ce qui signifie qu'elles agissent par elles-mêmes. Elles parlent directement à l'inconscient qui en fait sa nourriture. Vous voulez dire que celui qui a conçu, parce que là on touche au génie là, celui qui a conçu ce jeu de cartes, y a enfermé de manière très imagée et symbolique tout un message ésotérique, et il s'est dit, grâce à ces cartes qui vont être un jeu d'argent, donc c'est-à-dire que tout un chacun va jouer avec, du plus inculte au socialement le plus élevé, vont les avoir sous les yeux, et quand ils les auront sous les yeux, ces cartes vont agir à son corps défendant finalement, au corps défendant du joueur. Tout à fait. Oui, mon bon monsieur, c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il est vraiment important, si vous vous intéressez au tarot, d'utiliser des tarots anciens. Cette connaissance des couleurs et de la manipulation des couleurs sur l'inconscient est quelque chose que les peintres connaissent bien, mais qui est une connaissance qui a tendance à disparaître au niveau du tarot. Sur les tarots modernes, ces connaissances-là ne sont pas présentes. Donc les cartes modernes ne sont pas opératives.
Ouais. Les cartes anciennes, seules le sont. Ouais. Jean-Claude Flornoy, vous êtes mon invité ce soir donc dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons des tarots. Vous voulez dire par là que ne serait-ce qu'en regardant une carte de tarot, les lames majeures, hein, je dirais, enfin les arcanes majeures, c'est ça? Oui. Hein, on évolue, on apprend, même de manière inconsciente. Enfin, on apprend de manière inconsciente? Tout à fait. Oh, ce n'est pas apprendre. Voulez-vous une histoire? Oui, je veux bien. Alors, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais en train de faire les cartes du tarot de Nicolas Convert et je les peignais en très très grand. Je les peignais en 2 mètres sur 1 mètre 20 de large, 2 mètres 50 sur 1 mètre 20. Donc des énormes cartes. Et j'avais un repas de famille. Pour ce repas de famille, j'étais en train de faire la carte de l'amoureux. Ouais. J'avais un très grand couloir qui séparait la cuisine de la salle à manger. J'avais mis l'amoureux dans le fond du couloir. Ouais, donc on le voyait vraiment en grand. Voilà. On ne voyait que ça quand on allait de la cuisine jusqu'à la salle à manger. Ouais. Et puis tout se passe bien. Mon repas de famille se passe très bien. Tout est impeccable jusqu'au fromage. Le fromage n'arrive pas. Je commence à râler un petit peu. Les maîtresses de maison savent bien ce que c'est. Les invités qui commencent à se servir de vin devant des assiettes vides. On n'aime pas ça. Je vais en cuisine. Qu'est-ce que je vois? Je vois la serveuse qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps dans les bras de la cuisinière. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Appelez-moi le fromage, écoutez, nous attendons. Et la fille qui pleure, qui me dit, je peux pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la peinture. Qu'est-ce que là, cette peinture? Elle vous plaît pas? Mais non, c'est pas ça. Racontez-moi. Ouais. C'est la peinture. Chaque fois que je passe devant, je vois tous mes amoureux qui défilent, tous ceux que j'ai connus qui défilent dans ma tête. Je les vois tous, même le premier. Et elle repleure. Voilà comment ça marche, le tarot. Tout seul, ça a provoqué une remontée de souvenirs chez cette serveuse. Voilà comment ça fait le tarot. Voilà comment ça marche. C'est ça l'opérativité du tarot. Et cette opérativité ne peut avoir lieu qu'avec des tarots anciens dont les couleurs sont parfaitement définies. Les masses de couleurs et les rapports des couleurs les unes par rapport aux autres, ça font partie de l'opérativité de la carte. Donc, est-ce que le fait de l'avoir fait en beaucoup plus grand a démultiplié en quelque sorte sa force, je veux dire Tout à fait. Oui, bien sûr, mais au fur et à mesure que vous jouez, quand vous jouez aux cartes de manière ordinaire, avec ces jeux-là, ces jeux anciens, petit à petit, ces cartes travaillent au sein de votre inconscient toutes seules. Vous n'avez pas besoin de penser. On n'a pas besoin de penser. Le Moyen-Âge n'était pas une période où les gens du peuple voulaient penser comme ça et analyser. On n'analysait pas. On vivait les choses. Et on se contentait de les vivre et honnêtement, c'est suffisant. Ouais. Enfin, ils essayaient de vivre pour les 90% de survivre en même temps. En même temps. Ouais. Et donc, c'était une manière, d'après donc ce génie qui les a créés, d'apporter une connaissance, une aide à ses frères humains, en quelque sorte. Tout à fait, exactement. Tout à fait, c'était ça. Ouais. C'est assez extraordinaire quand même, parce que il n'y a pas d'autre jeu qui ait le même effet sur les joueurs. Non, c'est le seul. C'est exceptionnel, c'est une transmission d'exception que nous avons là. Est-ce que ça existe dans d'autres domaines, je pense dans d'autres arts picturaux, dans la peinture, dans la sculpture, dans les vitraux, que sais-je? Qui se soit transmis depuis cette époque-là, de manière vivante, parce que la question du tarot, c'est que ça s'est transmis de manière vivante. Non, c'est le seul. Ah oui, c'est encore plus exceptionnel que ce que je pensais en ouvrant cette émission, finalement. Peut-être. Mais alors, Jean-Claude Flornoy, vous le savez, beaucoup de personnes utilisent ce jeu comme étant un jeu divinatoire. C'est même la principale utilisation de ce jeu, finalement. Tout à fait, oui. Et alors pourquoi? D'après vous? Mais parce qu'on peut utiliser, ces images pour en faire la divination. Depuis bien longtemps, certaines personnes se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose d'autre que de simples images.
Les premiers à s'en être aperçus, ce sont les gitans quand ils sont arrivés en Europe, aux alentours du 16-17e siècle. Ouais. Quand ils ont rencontré le tarot, ils l'ont tout de suite apprécié à sa juste valeur. Mhm. Nous, c'est simplement nous avons réapprécié ces images vers la fin du 18e. Nous avons commencé à nous les réapproprier. Ouais. Mais alors, je vais faire un parallèle avec le monde de la voyance, puisque là on parle de divination, donc Oui. la voyance, on est dans le même domaine. Oui, tout à fait. Beaucoup de voyants ont besoin d'un support, ce qu'ils Oui. appellent un manci. Oui, tout à fait. Alors soit une boule de cristal, soit un verre d'eau, soit une tache d'encre, soit le café, le marc de café, que sais-je, bref. Et donc, est-ce qu'on peut supposer que, comme vous nous l'avez dit, les cartes ont une force en elles autonome, une force propre, Oui, elles délivrent à des gens qui ont une extrême sensibilité, enfin supérieure à la moyenne, leur message comme ça? tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionnerait donc. Tout à fait, oui. Mhm. Elles ouvrent des portes Oui. et elles permettent d'entrer dans la vision. Donc, Mais je maintiens encore une fois, Oui. uniquement les cartes anciennes, pas les autres. Les autres sont des supports psychologiques si vous voulez, des aides à la réflexion, à la mise en mots, à tout ce qu'on veut, mais mhm. on n'est pas dans le même registre. Oui. Les seuls qui aient cette force, ce sont les cartes anciennes. C'est ça. Ouais. Bon. Et alors, est-ce que travailler, par exemple, avec la réplique exacte des cartes, de jeux de cartes que les plus anciennes, que l'on Oui. trouve donc à la Bibliothèque nationale de France, c'est ce qu'il faut faire? Oui. Si vous voulez, ou si vous vous intéressez à la vision. Mhm. Ah. Ouais. Bon, enfin, cela dit, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas... Tout le monde n'est pas visionnaire. Tout à fait. Jean-Claude Flornoy, Oui. une pause et ensuite, parce que là, vous avez ouvert pas mal de pistes, j'aimerais que dans quelques instants, on analyse ensemble, peut-être que ceux et celles qui nous écoutent ont un jeu de tarot sous la main, Oui. qu'ils le prennent, ils ont quelques secondes là pour aller le chercher, l'ouvrir, et on va voir ensemble peut-être la signification de certaines cartes, si vous le voulez bien. D'accord. On les D'accord. fera pas toutes, mais on en passera quelques-unes en revue pour qu'on comprenne un petit peu, pour que vous nous, peut-être pas démonter entièrement le mécanisme, parce que ça doit être très difficile à faire, mais que vous nous aidiez à décoder un petit peu les différents symboles qu'il y a sur différentes cartes. Tout Hein? à fait d'accord. Très bien. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, première émission de cette saison 3. Nous allons vous donner dans quelques instants avec Jean-Claude Flornoy les clés pour comprendre le message sous-jacent aux cartes du tarot. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, première émission de cette saison 3, vous le savez, avec de nouveaux horaires. On se retrouvera désormais tous les vendredis soirs et samedis soirs, 23h, minuit, vendredi, 23h, minuit, le samedi soir, avec en revanche toujours la même possibilité pour vous de me contacter par mail, étrange@sudradio.fr, ou encore en appelant au 0826 300 300, 0826 300 300, pour me laisser un message dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Le tarot, ce soir avec Jean-Claude Flornoy, un des meilleurs spécialistes en France de l'histoire du tarot. Vous organisez d'ailleurs, Jean-Claude Flornoy, tout au long de l'année, pas mal d'expositions, hein, Oui. en France et en Europe. Oui. Vous êtes quartier également, donc vous vendez des reproductions précises, exactes des anciens jeux de tarot qu'on peut retrouver sur votre site internet, letarot.com. Est-ce que, tiens, avant de plonger dans les premières cartes que l'on va analyser ensemble, est-ce que vous avez eu l'envie, la tentation, je ne sais pas comment il faut dire, comme les maîtres quartiers du 16e, 15e, 17e, 18e, envie de retoucher, de réactualiser peut-être le jeu du tarot? Non, pas du tout. Je ne me considère pas comme suffisamment savant et suffisamment doué pour pouvoir réactualiser le tarot. Mhm. Je laisserai ça. Je me contente de remettre aussi propre que possible les anciens tarots, Ouais.
les 3 anciens tarots de maître qui nous restent, un point c'est tout, je considère que dans une vie, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Je ne veux surtout pas me lancer dans une... chaque fois qu'on y touche, on les abîme. Ouais. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Je veux pas les abîmer, je les aime trop. Oui. En revanche, est-ce que vous avez, lors de vos différentes rencontres, dans différentes expositions, balades, etc., rencontré une personne qui a créé un tarot qui vous a, comme on dit, scotché? Non. Non. On m'en présente régulièrement tous les ans, un certain nombre pour édition, pour n'importe quoi, mais non, rien du tout. Bon, rien. Vous êtes indéfectiblement attaché aux anciennes cartes. Au tarot historique. Au tarot historique. Au tarot des anciens maîtres. Ouais. Alors, analysons, Jean-Claude Fournoy, ensemble, si vous le voulez bien, quelques cartes. D'abord, la première, évidemment, parce que c'est avec celle-là que l'on commence, la numéro 1. Il y a encore, je ne sais même pas si elle est numérotée 1. Oui, 1, c'est ça. Il y a le petit 1. Exact. Laquelle? Le battleur. Le battleur numéro 1. Voilà, battleur numéro 1. Alors, présentez-nous cette carte. Écoutez, d'abord, on va prendre la règle de jeu. Le 1, le battleur, c'est un bout. Pour ceux qui savent jouer et qui jouent au cartes de tarot. Oui, tout à fait. Le but du battleur, c'est d'aller au bout du jeu. Oui. D'accord. Pas mal, oui. Quand vous le menez au bout, sa valeur double. Voilà le premier enseignement de la règle du tarot. Le petit doit aller au bout. Le battleur, c'est l'être qui s'incarne et il doit aller jusqu'à la sagesse. Voilà ce que ça signifie. Oui. Donc la première signification, c'est la règle qui nous la donne. Règle de jeu. Après ça, on peut regarder ce qu'il y a sur la table et regarder un petit peu l'image. Ouais. Si vous avez de bons jeux de tarot, vous verrez que l'image représente un homme debout, avec les pieds dans une certaine position, et qui tient dans sa main un gland dans la main droite et une baguette dans la main gauche. Le gland, c'est pour dire le gland qui est le fruit du chêne, l'arbre des druides. Ouais. C'est pour dire, voilà, le tarot, c'est le fruit de la sagesse de nos anciens. On commence par ça. Dans les anciens tarots, bien sûr. Ouais. Et la baguette magique, c'est voilà, le battleur. Le battleur qui va transformer, qui va recommencer pour une nouvelle vie. Vous connaissez peut-être ce petit poème de comment ça s'appelle? Je suis pas très fort en poésie, donc pour vous Pas aider, trop fort en poésie. Ouais. Alors, attendez, je le retrouve. Vous nous expliquerez après pourquoi est-ce que le battleur a une table devant lui, avec toute une série d'ustensiles. Bon, il y a des dés, c'est un battleur, donc il y a des dés, exactement. on comprend pourquoi. Il y a une sorte de gobelet, alors peut-être un couteau ou un stylet. On ne sait pas, ça, voilà, probablement couteau, un sac et des dés. Ouais. Les dés, c'est parce que l'incarnation se fait sur un coup de dé. Et si vous regardez bien les dés qu'il y a sur les tarots historiques, entre autres le tarot historique de Jean Noblin. Oui, je regarde, c'est vraiment tout petit, hein. Oui. C'est 321. 321, si vous êtes joueur de 421, vous dites zut, fils raté. Pour ne pas dire autre chose, ouais. Exactement, je suis pas loin, mais c'est pas. Ouais. Le battleur, voilà, j'ai retrouvé, c'est Khalil Gibran. Un moment de repos sur le vent, et une autre femme me remettra au monde. Le battleur, voilà ce que c'est. C'est une nouvelle incarnation qui commence, et là, elle se fait sur un coup de dé. Ouais. C'est un peu le sens de cette carte. Mais alors, maintenant, explication de ce qu'il y a sur la table. Oh, ce sont les gobelets du battleur habituel, du battleur de foire. D'accord, donc pas besoin de chercher dans tout une signification, finalement. Non, vous avez plusieurs types de détails. Vous avez les détails signifiants et ceux qui ne le sont pas. Oui, d'accord. Pas la peine de vouloir pondre des pages et des pages sur une petite virgule d'un chapeau qui souvent n'existe pas. Non, il y a des détails signifiants. Nous en verrons quelques-uns au fur et à mesure, je suppose. Mais d'autres ne le sont pas du tout. Ouais. Les dés sont signifiants. Ouais. Alors, vous avez dit la position des pieds. Il a les pieds écartés, bien posés à plat sur le sol. Qu'est-ce que ça signifie?
prendre la position et essayer de se mettre dans cette position-là. C'est-à-dire? Nous sommes en langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est l'ancienne langue des savants et des alchimistes, des oiseaux, oui. Et l'initiation. Ouais. Et donc, on montre en image et on raconte des choses qu'il faut faire. Si vous ne faites pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir analyser, il faut réaliser. Ouais. Donc prenez la position, prenez la position du battleur. C'est un exercice tout à fait intéressant. Bon, très Voilà, bien. il y en a d'autres au fur et à mesure. Ouais. Et alors, vous parliez de l'importance des couleurs. Oui. Alors là, il est franchement multicolore, notre battleur. Oui. C'est vraiment même de toutes les couleurs. Oui. Les maîtres anciens avaient cette formule. Blanche, les larmes de maître Jacques. Noir, la terre qu'il a portée. Bleu, les coups qu'il a reçus. Rouge, le sang qu'il a versé. Verte, l'espérance. Et jaune, la persévérance. Voilà la définition des couleurs, elle est faite. Ouais. Donc toutes ces couleurs sont présentes sur le costume du battleur. Voilà. Ouais. Le fait qu'il regarde dans une certaine position, c'est-à-dire sur la droite, a une importance ou pas du tout? Tout à fait, oui. C'est le passé. Il regarde vers le passé. Quand vous l'avez en face, il regarde vers la droite. Si vous retournez la carte, mais la réalité, c'est que nous, quand nous regardons la carte, le regard se tourne vers notre gauche. Ouais. Donc c'est vers le passé. Le souvenir de son incarnation précédente, qui est encore là, présente. Ouais. Donc là, c'est le départ. C'est un nouveau départ. Nouveau départ. Ouais. Un moment de repos sur le vent. Et une autre femme me remettra au monde. Ouais. Alors, est-ce que toutes les cartes, avant de passer à l'analyse d'une autre carte de ce tarot, est-ce que toutes les cartes ont leur importance ou uniquement les atouts? Parce que quand on achète un jeu de tarot, il y a les atouts évidemment qui ont des images, qui sont dessinées, qui représentent des personnages, je veux dire, et les autres qui représentent le 3, 4, 5, 6 de pique, de trèfle, voilà. Celles-là ne sont pas importantes. Alors, nous avons, encore une fois, on va avoir recours pour répondre à votre question à la règle ancienne de 1637. De l'As jusqu'au 10, les cartes n'ont pas de correspondent à la lie du peuple. Voilà comment ils les interprétaient. Donc, c'est considéré comme n'ayant pas d'existence. Par contre, celles qui comptent au niveau des arcanes mineurs, des cartes mineures, ce sont les honneurs. Si nous pouvons dire que les arcanes majeures s'occupent de la vie spirituelle, les arcanes mineures s'occupent de la vie matérielle et sociale. Ouais. Les arcanes mineures, c'est quoi comme cartes? C'est lesquelles? Ce sont les deniers, les bâtons, les coupes et les épées. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Donc, oui. Donc de 1 jusqu'à 10, on s'en occupe pas. S'en fout. Mais par contre, on s'en fout. Mais par contre, les honneurs, on s'en occupe. Ouais, très bien. Bon, ça, je commence à comprendre. Alors, je vais vous proposer, Jean-Claude Flournoy, à ce moment-là, puisqu'on y est, d'analyser une autre carte, qui est une carte inquiétante, la carte de la mort. Oui. Alors, elle se trouve à laquelle numéro, la carte de la mort? 13. Eh oui, évidemment. 13. Évidemment, oui, bien sûr. Et alors là, c'est une carte porte-malheur, c'est quoi? Non, pas du tout. Il n'y a aucune espèce de carte porte-malheur. Une étape de recherche au sein de son charnier intérieur, de ses mémoires. Et la mort est représentée comme un personnage décharné, squelettique. Un squelette. Oui. Avec une faux, bien entendu. Oui. Et il est en train de faucher des plantes. Enfin, la mort, elle, est en train de faucher des plantes. Des plantes, des têtes coupées, des mains, des pieds, des ossements. Il y a de tout sur les cartes. Tout dépend du tarot que vous avez. Ouais. Là, c'est le tarot de Jean Noblet. Jean Noblet, d'accord. Voilà. Et il y a une tête couronnée, il y a un roi visiblement d'un côté et une femme de l'autre. Oui. Alors, quelles sont là aussi, j'imagine, les couleurs ont leur importance. Toutes les couleurs ont de l'importance.
noire. La terre... Noire, la terre qu'il a portée. Ouais. C'est simplement, c'est la putréfaction, c'est alchémite, c'est la terre noire du limon d'Égypte. Nous sommes il ne faut pas oublier que nous sommes en civilisation du Moyen-Âge avec ça. Ouais. Avec ces images, donc les références sont aussi des images, des références de cette époque. Donc la mort, quand on la tire dans un jeu de divination, ça n'a rien de lugubre. Non, rien de lugubre du tout. C'est simplement qu'il y a un travail de mémoire, de remémoration à faire. Ouais. Peut-être aller chercher dans ses vies antérieures, voir ce qui s'y passe, pour se débarrasser des traumatismes qui sont les nôtres. Ouais. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise carte dans le jeu du tarot. Aucune. Ça n'existe pas, une bonne ou une mauvaise. Ce sont des étapes par lesquelles nous devons tous, les uns et les autres, passer. Ouais. Donc, oui, il y a des cartes plus faciles que d'autres, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Et alors, reprenons un petit peu le sens de progression. La carte numéro 2, la 1, c'est le battleur, Oui. donc le démarrage d'une nouvelle vie, Oui. d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle période d'apprentissage. Oui. Okay. En 2, on passe à la papesse. Déjà, c'est un titre particulier. Oui, le tout à pape, fait. je connais, mais la papesse, c'est assez étonnant. Oui, tout à fait. Peut-être s'agit-il d'une référence à la papesse Jeanne. Oui. Cette hypothèse est souvent évoquée. Nous ne savons pas trop pourquoi ils ont décidé ça. La réalité, c'est que au moment de l'enfance, la première personne à s'occuper de l'enfant, c'est la grand-mère. Et la grand-mère a toute une sagesse. Et la grand-mère, en tant qu'archétype, a toute une sagesse. Et c'est cette sagesse de l'archétype qui est représentée sur cette carte. Ouais. Et sur les quatre papesses, impératrices et empereurs, nous sommes dans les archétypes. Les archétypes de la formation de l'enfant. La nourriture de l'âme qui va lui être apportée au sein de son enfance. Il ne faut pas aller chercher plus loin, finalement. Si vous allez chercher plus loin, vous vous compliquez la vie. On peut toujours dire, on a fait dire tellement et tellement de choses au tarot. Les anciens ne se compliquaient pas la vie. Encore une fois, ce n'étaient absolument pas des intellectuels. Les maîtres artisans d'autrefois proposaient des choses simples. Ça ne servait à rien de vouloir intellectualiser tout ça. Mais Situation de vie simple, ouais. ordinaire, normale. Mais en même temps, vous disiez tout à fait au départ que le tarot recélait un savoir ésotérique. Une opérativité et un savoir ésotérique. Ouais. Là, nous en sommes qu'au début. Au début du jeu, vous voulez dire. Voilà, nous en sommes à la carte numéro 2. Oui. Alors, l'ésotérisme, oui, il est là, mais bon... ça se complique petit à petit, mais pas là, quoi. non, pas encore là. Ouais. Alors, si j'en crois votre théorie, il y a là, on vient de passer en revue l'enfance. Hein, la grand-mère, qui est la papesse, la mère, l'impératrice, l'empereur, le père et le grand-père. Le père et le grand-père, qui est symbolisé par le pape. Le pape. Bien. Oui. Donc là, nous sommes d'accord. On arrive donc à la deuxième phase de la vie, Qui est l'apprentissage. qui est l'apprentissage, et il y a donc à chaque phase une porte, une carte qui représente une porte, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors là, la porte qui amène à cette phase d'apprentissage, c'est l'amoureux. Oui, la porte de l'amour. Oui. Quand vous commencez là avec la première passion amoureuse, vous rentrez dans une autre phase de vie. C'est aussi simple que ça. Donc, Ouais. par contre, le tarot vous l'explique. Il vous dit, si vous regardez la carte, l'amour est aveugle, avec le petit ange aux yeux bandés. Oui, c'est ça, qui a un arc et une flèche, avec évidemment, l'arc, comme avec, le Cupidon. voilà, le Cupidon. Et vous avez un jeune homme entre deux femmes. Voilà, c'est ça. Une très jolie. Toutes les deux sont assez jolies. Il y en a une qui porte
porte des fleurs. Mhm. Ben, la fille aux fleurs, c'est celle qui en compte fleurette. Ouais. C'est Ouais. tout. Mhm. On va pas plus loin que ça. Mhm. C'est de la langue des oiseaux. Celle qu'elle est laurier, c'est la connaissance, c'est Sophia. Donc, il est tiraillé entre le comté fleurette et en même temps rentrer dans un autre domaine par le biais d'aimer. Ouais. La connaissance intellectuelle et la connaissance de la vie, c'est ça? La connaissance tout court, la connaissance par le vécu, l'intégration des expériences, Mhm. Oui, tout simplement, en fait. tout simplement. Il faut pas trop se compliquer la vie, finalement, non, hein. non, surtout pas. Surtout Autrement, pas. le tarot devient absolument insipide et vous savez, il y a plus de 5000 livres sur le tarot. Sur les 5000 livres, il y a à peu près 4500 qui ne font que se pérocter les uns les autres. C'est-à-dire se copier les uns les autres, amplifier ce que l'un a dit, etc. Faire du kilo de papier et puis c'est tout. Mhm. Sur les 500 qui restent, vous en avez, allez, une vingtaine d'intéressants. Et puis c'est tout. Donc sur 5000, il n'y en a qu'une vingtaine d'intéressants. Bon, oui, au mieux. Ouais. Oui, ce qui fait pas beaucoup, Non, finalement. ça fait pas beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de personnes s'intéressent au tarot, mais que peu de monde a quelque chose à dire. Finalement. Finalement. Jean-Claude Flornoy, une pause et on va continuer comme ça à découvrir avec vous votre analyse et interprétation du symbolisme sous-jacent à toutes ces cartes du tarot, à toutes ces arcanes majeures. Hein, Oui. qui sont au nombre de combien les arcanes majeures au fait? 22. 22. 21 numérotés et un 22e non numéroté. Voilà, bah, vous nous expliquerez également pourquoi 22 et pourquoi 21 numérotés et le 22e pas numéroté. Le 22e, ça s'appelle le fou, non? Le fou. Voilà, le fou. Voilà, vous nous direz. Donc, c'est celle-là qui n'est pas numérotée, j'imagine. Exactement. Voilà. Donc, vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Jean-Claude Flornoy, un des meilleurs spécialistes français historiques, de l'étude historique du tarot historique, du tarot authentique, est mon invité dans cette première émission de la 3e saison des Aventuriers de l'étrange. Jean-Claude Flornoy, on a commencé à comprendre un petit peu les différentes lames. On a passé la porte de l'enfance avec le battleur, qui est la première carte, la numéro 1. On a passé rapidement en revue la 2, la 3, la 4 et la 5. Jusqu'au pape. Voilà. Donc là, c'est la période de l'enfance. On vient de passer la porte de l'apprentissage. Et là, on rentre de plein pied dans l'apprentissage. Alors, cette carte, spécialement, donc la numéro 6, c'est ça? Oui. Non, 5, 6, 7, la 7, pardon. J'aimerais que vous me l'expliquiez. Le chariot. Le chariot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte? Parce que là, franchement... Le chariot, la première des choses sur le chariot que l'on remarque, c'est qu'il est coupé en deux. Cette carte est coupée en deux. Oui, Nous oui, avons toute une zone supérieure avec un roitelet et une zone inférieure avec 2 chevaux. oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est une représentation de l'homme coupé en deux. Le conscient d'un côté, l'inconscient de l'autre. L'inconscient qui marche pas trop bien, puisque nous avons les chevaux qui tirent à U et à dia. Oui, chacun va dans une direction. Ouais. Voilà. Mm. Et le petit roitelet qui fait du théâtre. Quand on commence sa vie, on fait du théâtre. Mm. Il s'agit un peu de ça. Ouais. Hein, c'est la construction, le début de la construction du jeu. Mhm. On a quitté le monde familial, quitté le nous familial, et on rentre dans le jeu. Et on va commencer à construire son jeu. Mhm. Une fois que la porte du cœur a été ouverte, on peut rentrer dans la construction du jeu. Effectivement, c'est tout à fait logique. Alors, en revanche, il y a sur cette carte 2 lettres. Il y a un écusson sur le C'est chariot. le graveur. IN. C'est la place de la signature du graveur sur les jeux de cartes historiques. Ouais. IN signifie simplement Jean Noblet. Ah, c'est à cet endroit-là, uniquement. Que le graveur signe de son nom. Et je répète, le graveur, pas l'éditeur. Oui, 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 le graveur. Le graveur. Donc, sur ce jeu de Jean Noblet, Mhm. non seulement il était éditeur, mais il était aussi le graveur. Ouais.
Et donc, parce que ça c'est une réplique exacte du jeu Jean Noblet qui est encore gardé à la Bibliothèque nationale de France. Ok. Et il y en a 3 autres, de 2 autres maîtres quartiers différents. Tout à fait. Donc, les lettres sont différentes sur les autres jeux. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Très bien, ben j'en apprends des choses ce soir c'est parfait, sur le tarot. Il y a également, dans cette même phase d'apprentissage, la justice et l'ermite. Oui. Vous voyez, alors, puisqu'on parlait de détails signifiants, détails qui ne sont pas signifiants. Ouais. Regardez la justice. Alors attendez, la justice. Je sors ma carte de la justice. Voilà, c'est une femme donc qui tient une balance dans la main gauche, l'épée dans la main droite. Avec une sorte de couronne et de grands costumes comme des ailes de papillon derrière. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, parmi les insignifiants de ce tarot, regardez ce qu'elle fait avec son coude gauche. Elle appuie sur un des plateaux de la balance. Ah oui, exact. Donc, la justice triche. Voilà. Alors là, on peut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que ça signifie de représenter une justice qui triche? Et d'autres, certains tarots vont même beaucoup plus loin. Ils nous la montrent en train de loucher. Langue des oiseaux, la justice, elle est louche. C'est tout. C'est tout? C'est tout, ça ne veut pas dire plus. Mais pourquoi représente-t-on la justice qui est louche et qui triche? Parce qu'elle manipule ce qu'elle va avoir à trancher. C'est une manipulatrice qui va trancher quelque chose. Dans la vie d'adolescent ou de jeune homme, il y a un moment donné où il faut se libérer des liens familiaux, se libérer d'un certain nombre d'attaches. Et c'est pour se libérer de ces attaches, quelquefois il faut manipuler un petit peu la réalité. Voilà ce que signifie la justice. Tout simplement. C'est en même temps simple et extrêmement logique. Et extrêmement logique. Oui. C'est une logique que nous n'avons plus aujourd'hui. Il est difficile pour nous de la rentrer, de rentrer dedans, mais une fois que nous percevons la manière de faire de nos anciens, ça devient un plaisir invraisemblable. Et alors, l'ermite, c'est la solitude, l'introspection, Regardez l'ermite. L'ermite, sur le tarot de Jean Noblet, c'est pas tout à fait clair, et sur d'autres, ça l'est beaucoup plus. La main qui tient la lanterne, elle a une bizarrerie au niveau des doigts. On ne sait pas trop comment ça se joue. 1, 2, 3, 4, 5... Il y a un doigt en haut, on se demande s'il est là, si c'est autre chose, si c'est quoi. Certains tarots sont beaucoup plus clairs, ils présentent des mains à 4 doigts. Le doigt qui manque, c'est le petit doigt. Alors, peut-être que nos auditeurs pourront faire l'essai de se mettre les petits doigts dans les oreilles. Lorsqu'on se met les petits doigts dans les oreilles, nous avons un bourdonnement intérieur qui nous envahit. Quand on n'a pas de petits doigts, ça signifie simplement que on ne peut pas rentrer dans son monde intérieur. Ça, c'est une manière imagée de dire la chose. Et avec la lanterne, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les vérités à l'extérieur de nous-mêmes. D'accord. Là, c'est déjà un peu plus complexe quand même. C'est déjà un peu plus compliqué. C'est une période de vie où, on cherche à droite, à gauche, on essaye de se renseigner pour, si nous avons un mal-d'être, pour se libérer du mal-d'être, ou simplement si c'est de la curiosité qui nous anime, pour percevoir les mystères de la vie. Ouais. Et alors, il y a une carte que j'aime beaucoup, d'abord parce que je la trouve belle, et puis finalement c'est peut-être pas très compliqué à analyser, c'est l'arcane donc numéro 10, la roue de la fortune. Ah non. Ah bon? Mon cher Louis, que se passe-t-il? Mettez vos lunettes. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? La roue de la fortune. Oui. Absolument pas. Nous ne sommes pas à TF1. Ah oui, non. Et il n'y a absolument pas de voiture de sport à gagner. C'est la roue de fortune. La roue de fortune, La roue pardon. de fortune. Voilà, la roue de fortune. C'est-à-dire Contre mauvaise fortune bancaire. Voilà, de la vie qui a ses hauts et ses bas. C'est ça, qui a ses hauts et ses bas. Mais de manière cyclique. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un haut, on peut être sûr qu'il y aura un bas, et s'il y a un bas, on peut être sûr qu'il y aura un haut. Aussi, oui.
Ah oui, non, c'est quand même beaucoup plus n'oubliez optimiste pas, de le voir comme ça. Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'à ces époques-là, la roue était aussi un engin de torture. Exact. Et les anciens le savaient très bien. Ouais. Alors quand on représente une roue, Mhm. c'est aussi pour signifier quelque chose de vraiment particulier. Donc c'est une étape douloureuse qu'on pourrait traduire, je dirais, par une phase de dépression, quelque chose de cette nature. La roue de fortune, c'est l'être va être broyé le monde intérieur de l'être doit se réorganiser. Mhm. Vous avez vu comme l'ermite avait un manteau bleu énorme. Ouais. Bleu, les coups qu'il a reçus. Souvenez-vous la Ouais. définition des couleurs. Exact. Ouais. Ça signifie, quand on a un manteau qui est aussi chargé de bleu, que les traumatismes sont extrêmement nombreux et extrêmement lourds à porter. Mhm. Et donc, à un moment donné, pour pouvoir se réorganiser et repartir de l'avant, il faut que l'ensemble de ces vieilles structures psychiques soient détruites. La roue de fortune, c'est une phase de destruction des structures psychiques et de reconstruction. Ouais. Et Le haut et le bas, ouais. comme vous disiez tout à l'heure. Mhm. Et suit donc ensuite la porte. On quitte le monde de l'apprentissage pour rentrer dans Voilà. le monde du compagnonnage. Voilà, Et la porte d'entrée du compagnonnage, c'est la force. la force. Avec cette femme qui tient avec ses deux mains la gueule d'un lion ouverte, c'est ça? C'est ça. Alors, sur certains tarots, c'est dessiné, sur celui de noblesse, c'est pas tout à fait compréhensible, mais sur d'autres, c'est beaucoup mieux dessiné. Entre autres, sur le tarot de Nicolas Convert, vous avez la femme qui met son petit doigt dans la truffe du lion. Mhm. Là, Jean Noblet représente un ours. Ah oui, Parce qu'en 1650, nous n'avions plus de lion en France, à part des représentations dans les bibliothèques ou quelquefois sur les cathédrales, Mhm. mais nous n'avions plus dans les zoos ou dans les ménageries royales ou autres. Il n'y en avait plus, c'était fini. Mhm. Tous ceux qui étaient venus au moment des croisades étaient morts, bien sûr. Et l'animal le plus puissant de la création était l'ours. Voilà Bien pourquoi sûr. Jean Noblet représente un ours. Voilà, ça c'est l'exemple type de ce que vous nous appeliez la réactualisation. C'est ça, c'est de la réactualisation. Pour que la Exactement. carte soit toujours en adéquation avec son époque. Ouais. Ça, c'est le travail des maîtres. Mhm. Et Jean Noblet nous fait un travail de maître. Si vous regardez bien sur cette image, on s'aperçoit que la main gauche tient la lippe de cet animal et la pose sur les dents, qui est un geste de dompteur. Si vous voulez que votre animal ne vous morde pas, Mhm. vous recouvrez ses dents de sa lèvre inférieure. S'il veut vous mordre, il se mord d'abord lui-même. Ouais. Donc, il est dompté. Ouais. Là, elle dompte complètement l'animal. Mhm. La force, c'est parce que nous arrivons au compagnonnage, donc c'est le moment où on va construire sa vie. L'apprentissage est terminé, on en est à être mature, donc on va construire sa vie. Et pour construire sa vie, il faut des qualités de type féminine pour pouvoir réussir, et que ces qualités s'appliquent de manière intelligente Mhm. Ouais. sur un monde qui est dur, Mm. qui est représenté par l'ours. Ouais. Et là, elle le fait avec intelligence, intuition, courage, etc. Ouais. Toutes Et les qualités nécessaires du compagnon. pour réussir Sa vie. Et juste après, il y a la mort justement dont nous Le parlions pendu tout à l'heure. d'abord. Le pendu. Le Oui, pendu exact. d'abord. Le pendu, oui, c'est vrai. Ouais, Le ouais. pendu. Ouais. Le pendu, c'est ce qui représente une autre phase. Une fois que vous avez construit dans la matière, que vous avez une famille, que vous avez réussi, gagné de l'argent, etc., il arrive à un moment donné où il faut aussi s'occuper de ses émotions. Et le monde bascule. On regarde le monde d'une autre manière. Un changement de regard, un changement de paradigme qui tout d'un coup va vous animer. Mhm. C'est ce qui est représenté par le pendu. Le pendu qui tire la langue. Oui, Vous exact. Oui, ouais, Ça, ouais. c'est un petit exercice traditionnel, tirer la langue. Tirer la langue, c'est la respiration du petit chien. Ouais. Voilà. Mhm. Donc, c'est la surventilation. Donc, cet exercice, il est intéressant parce que là, il vous présente une surventilation Mhm. avec cet homme pendu par les pieds. Les Templiers avaient un vieil exercice traditionnel. Au retour des batailles, ils faisaient faire à leurs jeunes
le cochon pendu pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure avant les prières du soir. Simplement pour qu'il puisse purger les violences de la journée de bataille. Mhm. Cet exercice, on peut le faire avec des planches de kinésie, de kinésithérapeutes. Quelquefois, ils en ont pour les gens qui ont mal au dos, des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Se mettre la tête en bas et s'accrocher. Il est intéressant parce que vous n'en sortez pas indemne. Mhm. Ce sont quand vous êtes la tête en bas, toutes vos émotions remontent. Et là, c'est ce dont il s'agit. Retrouver ses émotions, retrouver ses larmes. Mhm. Les hommes ont besoin de retrouver leurs larmes. Et les Templiers faisaient faire ça à leurs apprentis. Alors jeunes, oui. Oh oui, à leurs jeunes. De retour de bataille. De retour de bataille. Ouais. Ouais. Et je note quand même, avant de passer à d'autres cartes, que le pendu a la jambe couleur bleue attachée, donc, Oui. droite, et la rouge qui est repliée. Oui. Pourquoi ça? Ah, ça souvent, c'est... Non, je n'ai pas de réelle explication à ça. J'ai des idées, mais je préfère ne pas trop. Mhm. Je ne suis pas sûr de mon coup là-dessus. Bon. Donc, vous avouez quand même que les cartes ne vous ont pas livré tout leur savoir, finalement. Pas tout. Elles s'en découvrent encore tout le temps. Il y a la tempérance, enfin l'empérance. Oui. C'est la tempérance qu'il faut comprendre? Alors, La carte pourquoi qui- l'empérance? Bonne question. Regardez cette image. Jean Noblet, qui est un dessinateur qui est capable de réactualiser le tarot, Mhm. ne présente pas tout à fait cette image comme il a dû recevoir l'enseignement de son maître. Si vous regardez bien la carte, vous apercevez qu'il y a un décalage de proportion entre le corps et la tête de l'image. Mhm. La tête est petite. Et plus petite, oui, par Elle est rapport au trop corps. petite même. Mhm. Normalement, dans tous ces tarots, la tête est représentée en proportion. Oui, tout à fait. Là, pas du tout. Vous voyez, il y a deux vases avec une circulation D'eau de l'une à d'eau, l'autre, de oui. quelque chose entre les deux vases. Oui, c'est cette femme qui fait tomber l'eau d'une cruche dans l'autre. Enfin, Voilà. oui. Voilà. Ça, nous allons arriver, nous avons passé cette descente dans notre charnier intérieur et nous avons fait une récapitulation de notre petite histoire personnelle avec la mort. Mhm. Et là, donc, nous rentrons dans une circulation d'énergie, avec une circulation d'énergie qui fonctionne bien, nous le voyons sur la carte, mais la manière de mettre les mots sur ce qui arrive à la personne n'est pas encore bien faite et bien claire. Voilà pourquoi Jean Noblet nous a mis une petite tête. D'accord. D'accord? Mhm, mhm. Et comme il a modifié l'enseignement qu'il avait reçu de ses anciens, il remplace le T par un L qui en réalité est l'équerre du maître. Ça signifie, j'ai modifié l'enseignement que j'ai reçu de mes anciens, mais je suis un maître et j'assume. Ah, très bien. Voilà. Ok. Et il l'avait déjà fait pour le battleur, je vous signale. Oui. Voilà pourquoi ces tarots anciens sont importants et que nous devons prendre des tarots anciens si nous voulons faire des études sérieuses sur le tarot. Mhm. Une pause, Jean-Claude Flornoy, dans ce tour d'horizon et cette étude passionnante des arcanes majeures du tarot dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Une pause parce qu'après, on va s'intéresser à la dernière carte de la période du compagnonnage, avant d'arriver à la maîtrise, et puis après la sagesse. Cette dernière carte est très particulière, enfin du moins elle a une connotation très forte, puisqu'il s'agit du diable, ni plus ni moins. Alors, il me tarde dans quelques instants de vous entendre pour d'entendre votre explication de cette carte particulière, le diable. Que vient faire le diable dans ce jeu, surtout en sachant que vous nous avez clairement dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de carte ni bonne ni mauvaise dans le jeu du tarot. Mais il y a des cartes et des états à travers lesquels l'être humain, donc au sens général, homme-femme, doit passer avant de se réaliser. Le diable, c'est à suivre, si j'ose dire, dans quelques minutes sur Sud Radio. À tout de suite.
Le chemin du tarot nous indique, si j'ai bien compris ce que nous a révélé mon invité ce soir, Jean-Claude Flornoy, le chemin du tarot donc nous indique tout simplement, ni plus ni moins que le chemin de vie à suivre pour arriver à la réalisation complète, pour en arriver à la sagesse. Jean-Claude Flornoy, un des meilleurs spécialistes donc du tarot français, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un site internet pour découvrir ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est un quartier. Vous allez pouvoir commander chez lui des jeux de tarot, des jeux anciens, des répliques des jeux anciens. C'est letarot.com. Avant de parler de la nouvelle carte que l'on va découvrir, le diable, Jean-Claude Flornoy, est-ce que vous avez un jeu de tarot ancien? Oh non, ils ne sont malheureusement pas dans mes moyens. Ah oui, c'est si cher que ça? Oh oui, et même plus que ça. Pour vous donner une ordre d'idée, nous avons eu une carte, la 237e carte qui vient d'être découverte de la série des Visconti Sforza, donc une carte du 15e siècle. Ah oui, Elle vient d'être mise aux enchères il y a quelques mois sur Christie's, chez Christie's, je crois. Elle a été vendue 285 000 €, comme vous dites. Ah oui. Oui. Ah oui, Ouais. le jeu complet, ça fait une récolte de patates, hein. Oui. Ah oui. Oui, donc vous voyez, c'est pas tout à fait dans mes moyens. Il y a une dizaine d'années de ça, s'est vendu un jeu très intéressant daté de 1710. Ouais. Il a dépassé les 40 000 ou 45 000 €. Bon. Et c'était un jeu populaire, Ouais. papier. Ouais. Donc non, c'est malheureusement pas dans mes moyens. Ah oui, c'est excessivement cher. Il y en a pas. Ouais. La raison est simple, il n'y a pas de tarot ancien à vendre. Quand il y en a un, c'est absolument exceptionnel. Et c'est un événement rarissime, un tous les 20, 30 ans, c'est tout. Ouais. Et oui. Donc forcément très cher, évidemment. Forcément très cher. Ouais. Alors revenons, Jean-Claude Flornoy, à l'étude donc des différentes arcanes majeures du tarot. Là, on travaille, si j'ose dire, avec le jeu Jean Noblet, que vous avez réédité d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Je l'ai réédité je le fabrique toujours à la main pour les amateurs et les collectionneurs, mais il est réédité aussi en industriel, donc bon marché. Ouais. Alors, donc, la carte numéro 15, qui est la carte qui symbolise la fin de la période de compagnonnage. Tout à fait. On arrive sur le diable. Oui. Il fait quoi ici, le diable? À quoi sert-il? Alors, bon, on va déjà refaire un petit... Le compagnonnage, c'est remettre en état l'ensemble des circulations énergétiques dans le corps. Et donc, il a fallu faire d'abord avec la mort un nettoyage intérieur, retrouver avec le pendu, retrouver ses émotions, faire un grand nettoyage intérieur, apprendre à se mettre sur son chemin qui a du cœur, avec tempérance, et avec le diable, nous sommes prêts pour la montée du feu intérieur. C'est-à-dire la montée du feu intérieur. Les Indiens auraient appelé ça la Kundalini, qui se développe, cette énergie secrète du corps qui doit nous irriguer, avec lequel nous avons à vivre si nous voulons être des hommes de connaissance. C'est-à-dire que... il y a bien un moment donné où il faut que ça commence. Eh bien, c'est là avec le diable. Oui. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment à la maturité et à la porte de la maîtrise, vraiment. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et regardez bien, ce diable est représenté non pas de manière diabolique, mais en Lucifer. Il a au front une sorte de chapeau sur la tête, une sorte de chapeau bizarre, avec une couleur verte au-dessus. C'est pour rappeler l'émeraude dans laquelle fut taillé le Graal et que Lucifer a perdu lors de sa chute du paradis. Lucifer veut dire le porteur de lumière. Porteur de lumière. C'est ça, oui. Et certains tarots, celui-là il est montré avec une petite fourche rouge qui rappelle un peu les flammes de l'enfer, mais d'autres tarots le présentent porteur d'une sorte de torche, porteur de lumière. Les deux petits diablotins qui sont enchaînés représentent les passions, les pulsions, les désirs qui sont attachés et qui quelque part sont maîtrisés. On n'est plus victime de ces passions et de ces désirs, mais on est capable de vivre avec. Oui.
Ah oui, c'est vraiment, c'est déjà un grand aboutissement, quoi. C'est déjà un grand aboutissement. Très intelligent. Enfin, il y a eu un petit silence là, parce que j'étais en train de me dire finalement, mentalement, c'est très intelligent et très finement observé comme jeu. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes dans les sagesses de multimillénaires et Universel. universelles. Le tarot est à ce niveau, au niveau des grandes sagesses du monde. Ouais. Mais oui, je souscris à ce que vous dites. Donc là, avec le diable, avec son feu intérieur qui remonte, C'est ça. on peut. Vous voyez, les princes s'envoler, il a des ailes, c'est pour ça, pour s'envoler vers le ciel. Ouais. Il a des sortes de cornes, parce que ce sont des antennes qu'il branche au ciel. Et au monde supérieur au monde supérieur de l'esprit. Donc rien de diabolique au sens où Non, tout rien un du chacun tout. l'entend. Non, rien du tout. On n'est pas dans la psychologie, nous sommes quelque part dans la spiritualité. Nous sommes pas, Ouais. Voilà. Et alors, là, on arrive à une porte, à nouveau. Oui. Donc, je rappelle, on a passé la porte de l'enfance, qui est la première, le battleur. La porte de l'apprentissage, qui est l'amoureux. Ensuite, la porte du compagnonnage, qui est force. Oui. Et là, on arrive donc à la porte de la maîtrise. Donc, c'est la quatrième porte, hein, C'est ça. que l'on franchit. Et là, c'est une carte vraiment très énigmatique qui représente une tour décapitée à son sommet par une flamme. Comment ça? Enfin, je sais pas. La tour est à son sommet, est coupée, et il y a des flammes qui en sortent ou qui y entrent, et des bonshommes qui tombent. Ça s'appelle la Maison Dieu. La flamme jaillit. Ah, nuance. Vous voyez, nuance. Cette nuance est très importante. Ah, effectivement, oui. La flamme jaillit de la tour et va vers un luminaire, vers une sorte d'astre, qui se décompose en 3 cercles. Ce sont les 3 cercles de l'existence de nos anciens. C'est le Kegan, Abred et Gwenwed. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Absolument rien, non? Absolument rien. Non. Ce sont le cercle extérieur de la vie, le cercle intérieur de la vie et le cercle de lumière blanche. Et là, ça s'appelle comment? Pouvez-nous les redire? Ça se nomme Kegan, Abred et Gwenwed. Ce sont les termes gaulois de cette... D'accord. Ce sont les 3 cercles de l'existence chez les Celtes. Oui, d'accord. Donc nous avons cette flamme qui est jaillissante. C'est une flamme qui va nous emmener vers ces 3 cercles de l'existence. La conscience, une fois que l'énergie est capable de monter, va vivre une expérience transformante qui est très proche de ce que certains ont vécu sous la forme de NDA. D'accord. Quelle est l'expérience du passage de son vivant dans l'autre monde de la réalité? D'accord. Si la flamme monte, et c'est pour ça que les tarots anciens, encore une fois, sont intéressants, c'est parce que nous sommes dans l'immanence de type platonicienne et non pas dans la transcendance de type aristotélicienne qui ferait que alors là, nous aurions une flamme descendante. Explication, mon bon monsieur, parce que l'immanence ou l'immanence platonicienne, là, je suis un peu largué, là. L'immanence signifie simplement que sur nos propres forces, nous sommes capables de fusionner avec le divin. D'accord, là j'ai compris. La transcendance, c'est seule la grâce divine peut nous permettre en descendant sur nous, de nous transcender. C'est ça? À condition que nous ayons des intercesseurs pour faire le travail, qui sont les prêtres. Oui. Nous ne sommes plus du tout dans le même monde. Tandis que là, c'est la réalisation par ses propres moyens. Par ses propres moyens et sur sa propre formation d'homme de connaissance, sa propre initiation. C'était le rôle de l'initiation d'amener l'homme petit à petit vers la sagesse. Et là, il s'agit d'une étape transformatrice. C'est l'étape du passage, l'étape qui faisait de nous des compagnons renés. Le rené, c'est celui qui a vécu cette expérience transformatrice du passage de son vivant dans l'autre monde de la réalité.
les NDE provoquent la même chose. Et nous reparlerons probablement avec le fou des NDE. Bien. Bien. Nous en parlons. Le fou étant la dernière carte, la 22e non numérotée. Non numérotée. Exact. Mais alors, dans la maison Dieu, il y a donc cette tour Oui. dont le haut s'ouvre pour laisser passer cette flamme qui C'est va ça. vers cet astre, vers C'est le ça. haut. Et il y a toute une série de petites boules qui tombent. Oui. Ce sont les 36 chandelles. Quand vous revenez d'une expérience de cette nature où vous êtes, où vous avez vécu le passage dans l'autre monde de la réalité, c'est aussi une représentation, une tentative de représenter cet autre monde de la réalité. Vous revenez, vous êtes quand même un peu secoué. Oui, ça, je vous le concède. Hein. Et vous avez employé l'expression 36 chandelles à dessin ou pas? Attendez. Oui, à dessin, bien sûr. En direct, oui, à dessin. En plus, il s'agit de dessin sur une carte, donc Oui. on est en plein dedans. En direct sur Sud Radio, je vais les compter. Il y en a 36? Non, il n'y en a pas 36. Ça Ah, dépend d'accord. des tarots. Ça Oui, dépend oui. Certains tarots ont les 36. Vous voyez, vous m'aviez demandé tout à l'heure si j'avais à intervenir sur certains tarots, là j'en mettrais 36. Voilà. Ouais, Ce serait la modification que je ferais. ouais. Mais pas plus. Bah alors faites-la, c'est bien. Oh non. Votre Dans une humilité. Dans une autre vie. Alors, la maison Dieu, c'est donc la porte de la maîtrise. Oui, Et là, c'est vraiment, on passe à un stade supérieur, un stade vraiment, supérieur. sans contestation possible. Non. Sans contestation possible, le compagnon est devenu un compagnon rené. Oui. Voilà. Donc en pleine possession de ses moyens De ses moyens. et capable y de compris- les appliquer. Voilà, y compris de fusionner avec le divin. Et la suivante, c'est l'étoile. On est en L'étoile. plein dedans. On est en plein dedans. Avec l'étoile, vous voyez, Mhm. une jeune femme nue Oui, en train de verser de l'eau dans de l'eau. oui. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle est capable de verser son eau dans l'eau collective sans la perturber. Joli. Et vous voyez aussi la manière dont Jean Noblet nous fait un jeu d'images en langue des oiseaux. Il nous présente une jeune fille, au ventre bien plat, impeccable, Mhm. avec par contre un bras gauche très gros, et puis un arrière, une sorte de une fesse et un dos très gros. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est une sorte de fusion d'image entre la jeune fille et l'homme. Un androgyne. Pas tout à fait, c'est l'homme mûr et la jeune fille. Mhm. Donc c'est c'est sur les capacités d'imagination et de pureté de la jeune fille qui s'associe à la solidité de l'homme mûr pour pouvoir créer. D'autres tarots représentent l'arcane 17 d'une autre manière. Ils le représentent comme un architecte avec tenant compas dans la main dans la main gauche et le sablier dans la main droite, avec en fond une cathédrale ou une basilique. Mhm. C'est l'homme capable de construire, de construire et d'adapter pour son époque les techniques et les besoins. Mhm. Ouais. Mélanger son eau à l'eau collective sans la perturber. On continue dans les traditions. Ouais. Et alors, la 18 et la 19 sont dans l'ordre la Lune et le Soleil. Tout à fait. Oh, après ça, s'il fallait donner un nom ou un surnom à la Lune, je dirais que, vous voyez, il y a une écrevisse qui est tout à fait intéressante. Oui. D'ailleurs, l'écrevisse tient presque la moitié de l'image, d'ailleurs. Oui, dans une grande de la piscine Lune. bleu clair. Ouais. Mhm. Hein. Ouais. La piscine bleu clair, c'est l'inconscient. Mhm. Et l'écrevisse, la caractéristique principale de l'écrevisse, c'est de muer. Elle fait une mue tous les 2 mois au moment de la pleine lune. Ouais. Donc elle est montrée comme ça. Donc il y a une mue au sein de l'inconscient qui se prépare. Avec, vous voyez, ces 2 chiens qui hurlent. Vous avez entendu hurler les chiens la nuit Oui, à la Lune. Oui. à la lune. Ouais. Hein. Mhm. Ça vous donne le frisson. Mhm. Ce sont l'habileté dans ces mondes dont il est question au niveau de l'évolution de l'homme Ouais. à ce moment-là. Ouais. L'habileté, je dirais, du passeur d'âme ou de je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Là, on est presque arrivé à l'homme réalisé, je dirais. On y va petit à petit, on est bientôt au bout. Oui. Le Soleil, donc, après la Lune. Le soleil. Vous voyez comment il est représenté, le soleil? Un mur et un jardin, du verre. Mhm.
paradis, quelle est la définition, quelle est l'étymologie de paradis? La connaissez-vous, Louis? Non, non, non. Paradis, c'est de l'araméen ancien, qui signifie jardin protégé du désert, des vents du désert par un mur. D'accord. Voilà. Donc c'est une représentation du paradis. Les transmissions à partir de ce moment-là se font de manière directe, pratiquement télépathiquement. Vous voyez, il y a une main qui ouvre le plexus cardiaque, le jeune homme là ouvre le plexus cardiaque de la jeune fille, Mhm. qui lui met la main sur la nuque. Ouais. La nuque, c'est Atlas, celui qui porte le monde sur ses épaules. Mhm. Très joli, effectivement. Et alors, l'avant-dernière, le jugement, qui est la 20e carte. Oui. C'est une sortie de tombe. Oui. Le jugement représenté comme une sortie de tombe, Mhm. une sorte d'ange dans le ciel qui est en train de faire renaître quelque part cet homme dans de la tombe. Mais là, il le fait renaître, non pas sur Terre, mais ailleurs. Ailleurs, je dirais, c'est ce dont il est question, et les tarots anciens sont importants pour ça. Nous avons aussi un jeu d'image au niveau de ce personnage qui sort de cette tombe. Il est moitié corps d'homme, moitié corps de femme, réunis. Mhm. À l'ordinateur, j'ai doublé pour m'amuser, j'ai séparé le corps en deux et j'ai fait des doublons. Et Mhm. c'est absolument clair, nous avons corps d'homme et corps de femme. Ouais. C'est la représentation, la sortie de la tombe de l'androgyne. Ouais, ouais, ouais. Et la 20e, qui est la dernière carte de la maîtrise, avant avant l'aboutissement, je dirais, c'est le jugement. Le jugement, très bien. Et alors après, on arrive donc à la 21e carte qui s'appelle le monde. Le monde. Alors le monde, c'est l'être abouti, c'est la sagesse. Ouais. Et là, on retrouve en revanche une iconographie qu'on connaît bien, c'est-à-dire les 4 évangiles, c'est ça? C'est ça. Le taureau, le lion, le lion de Saint-Marc, Oui. le taureau de, je ne me rappelle plus, Luc, voilà, Saint-Luc, l'aigle, c'est ça? L'aigle de Saint-Jean. L'aigle de Saint-Jean, et puis l'ange. Matthieu, voilà, c'est ça. On y est. Et donc l'homme au milieu. Enfin, l'homme au milieu, ou plutôt représenté, si on regarde bien, c'est une représentation plutôt féminine. Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'anima mundi, l'âme du monde. Mhm. Lors de la sagesse, quand l'être arrive à ce stade de la sagesse, il participe à l'âme du monde. Il est un des moteurs humains de cette âme du monde et il participe à son incarnation. Mhm. Voilà pourquoi elle est montrée dans cette mandorle qui rappelle bien sûr les Christ en majesté. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on n'a pas cessé de grimper, même dans l'iconographie, Oui. dans la symbolique. Oui. On est arrivé très très haut, je dirais, à la réalisation, Oui, tout à fait. la Renaissance, l'androgyne, l'âme du monde. Très bien. Voilà, on est au bout. On est vraiment au bout. On s'est dit, voilà, bon, le jeu est terminé. Le jeu se termine, après tout, happy end, comme à Hollywood, voilà, c'est bien. Et il reste encore pourtant une carte, comme une sorte d'épilogue, vous savez. Oui. Quand un film finit, on se dit, ah, j'aimerais bien avoir au moins ne serait-ce que 10 minutes, savoir ce que sont devenus les héros. Un petit rab. Non, mais c'est vrai. S'ils ont repris leur vie couramment, si ils sont restés avec la femme qu'ils ont découvert, enfin bref, l'épilogue, quoi. Une petite suite. Pour qu'on puisse se projeter vraiment dans un avenir, voilà, en quelque sorte, savoir ce qu'ils sont devenus. Et puis là, il y a une dernière carte qui, elle, n'est pas numérotée. Et là, j'ai l'impression, on retombe dans le trivial le plus complet avec le fou. Ah ben ça c'est clair. Là, on retombe dans le... Alors, on est monté, et là, on retombe. Pas du tout, on retombe pas du tout. Ah, ben justement, vous allez m'expliquer. Mais on rentre dans une autre catégorie, qui est la catégorie des accidentés de la vie, qui quelque part, un jour, reçoivent un coup de baguette magique sur la tête et deviennent des transformés.
C'est-à-dire sans être passé par toutes ces étapes. Exactement. Et comme ça se passe à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quelle étape de la vie, eh bien, il n'y a pas de numéro. C'est l'excuse, encore une fois, revenons à la règle du jeu. Hein. Vous avez le droit de la mettre quand vous voulez dans le jeu. Personne ne peut la prendre, ce qui signifie Et que pourtant, c'est un bout. c'est un bout, Ouais. exactement comme le Ouais. monde ou le petit, Ouais. mais il est le seul que vous garderez de toutes les manières avec le monde. Ce sont les deux atouts imprenables, donc le fou et le sage sont les meilleures cartes du jeu. D'accord. Ah. Oui. Quand vous sortez d'une NDE, vous n'êtes pas tout à fait frais, Non. hein, le moins qu'on puisse dire. Vous êtes un petit peu désorienté, le moins qu'on puisse dire. Et vous êtes aussi dans l'état où vous étiez, vous êtes transformé, c'est vrai, mais vous êtes dans l'état où vous étiez... Juste un petit peu juste avant aussi. Oui. Juste avant, si vous étiez un crétin absolument épouvantable, aller massacrer, je ne sais quoi, comme dans le mythe d'Air de Platon, qui raconte cette histoire de soldat à qui il arrive cette aventure. C'était un misérable absolument épouvantable qui était laissé pour mort au moment de la bataille de Marathon. Mhm. Et au bout de 12 jours, il revient à lui et raconte son histoire. Et là, c'est plus le même homme. Mais seulement, la base de son éducation reste celle d'un misérable assassin, soldat Oui, d'un rustre. d'un rustre. Voilà, c'est tout. Ouais. Transformé, oui, mais rustre de base. Et ben voilà ce qui se passe avec le fou. Il s'agit de ça. Mais regardez-le. Regardez-le. Sur l'épaule, il tient un bâton avec sa besace. Comme un baluchon au bout de Oui. son, oui, au Mais bout du regardez bâton. la dimension de sa main. Elle est énorme, oui. Énorme. C'est une main de gloire. Le fou, quelque part, vous voyez, il part, il met la main de gloire sur son baluchon. C'est un homme qui a opté pour la pauvreté stratégique. Mhm. Mais il y a un détail qui n'échappe à personne quand on a la carte sous les yeux Oui, concernant on voit le tout. fou. Non seulement on voit tout, mais il y a une espèce de bestiole, de chat, je sais pas, enfin toute griffe dehors du moins, qui va lui égratigner ce qu'on pourrait appeler élégamment les bijoux de famille. Tout à fait. C'est assez trivial. En plus, il a le pantalon qui baille, on lui voit les fesses. Enfin bon, oui, il est assez délabré quand même de ce côté-là. On va reprendre les choses de manière un peu plus... Nous allons analyser un peu, si vous voulez. Je vous en prie, maître, allons-y. D'abord, cette espèce d'animal que vous voyez, n'oubliez pas que le chat n'est pas de chez nous. Mhm. Donc c'est pas une représentation de chat, c'est une représentation de civette. Si vous examinez bien Une civette, dessin, oui. il a les pattes palmées. Mhm, exact. Ouais. Parce que la civette est un animal qui nage. D'accord. Hein? Ouais. Donc c'est une représentation de civette. La civette était l'animal familier avant que nous ayons les chats. Ah, d'accord. Très C'est bien. tout, c'est un tarot Explication. ancien, donc D'accord. c'est une représentation de civette. On est en 1650, donc C'est forcément, oui. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà pour cet animal bizarre. Bien. D'autre part, pourquoi a-t-il les fesses à l'air? Hmm. Eh bien, c'est parce qu'il est toujours en recherche de nouvelles aventures. Ce n'est pas quelqu'un qui est stabilisé, c'est quelqu'un qui est profondément instable et qui est dans l'instant. Mhm. Et l'instant se renouvelle en permanence. Donc, vous voyez la direction qu'il prend. Il prend la direction du futur Ouais. vers de nouvelles rencontres. Mhm. Vous connaissez bien tous ces saints, tous ces sages dont l'histoire nous a gardé le nom, Diogène, etc., Trungpa-Kunle, etc., tous ces grands saints tibétains ou autres. C'était tous d'invraisemblables paillards. Les petites gens les adoraient, parce que ils avaient l'immédiateté illuminante. C'était des gens capables de vous créer simplement, et nous en avons encore, nous en côtoyons régulièrement des gens comme ça, sortis de NDE ou autres, capables de nous créer des béances, où tout d'un coup, pouf, on est parachuté, on est envoyé ailleurs, comme par une fusée. Mhm. Tout d'un coup, hop, on n'est plus dans le même monde, simplement sur une remarque, un jeu de mots, etc. Ouais, Ce sont des gens comme ça. Les fous, ce sont ceux-là. Ouais. Voilà ce que représente cette carte du tarot.
Avec vous, en tout cas, Jean-Claude Flornoy, là, depuis 2 heures que l'on en discute, c'est un véritable, comment dirais-je, chemin initiatique que l'on a parcouru avec toutes ces étapes, finalement. Tout à fait, oui. Il s'agit de ça. Mhm. Il s'agit de ça. Vous savez, le tarot ne fait guère que mettre en image ce que d'autres font en texte ou autre chose. Mais c'est le seul enseignement traditionnel occidental que nous ayons conservé vivant, j'insiste sur le mot vivant, Ouais. depuis le Moyen-Âge. Nous n'en avons pas d'autre. Vivant. Oui, oui, J'entends. tout à fait. Oui, oui. Sans rupture. Mm. Et surtout, les tarots, si vous voulez vous en procurer un historique, un tarot historique. Voilà. Ça, c'est absolument impératif si vous voulez. Il y en a plusieurs, il y a d'autres éditeurs, je ne suis pas le seul, Mhm. mais vraiment tarot historique. Ouais. Merci beaucoup Jean-Claude Flornoy de nous avoir servi de guide sur ce chemin ô combien intéressant. Personnellement, j'ai appris plein de choses concernant ce tarot, plein de choses que j'ignorais. Et écoutez, soyez-en remerciés. Et j'invite tous ceux et celles qui écoutent cette émission ce soir sur Sud Radio. Vous savez que vous allez pouvoir la réécouter en podcast, c'est-à-dire la télécharger sur votre ordinateur ou l'écouter quand bon vous semble sur votre ordinateur grâce à Internet. Vous allez sur le site des Aventuriers de l'étrange, et de l'échange aussi, puisqu'on est là pour ça. Ce site a pour nom psiland.org, psiland.org, et vous allez pouvoir télécharger l'intégralité de l'émission et l'écouter dans votre voiture, sur votre lecteur MP3 ou sur votre ordinateur. Jean-Claude Flornoy, je rappelle l'adresse de votre site internet, c'est letarot.com. Vous venez d'ailleurs de publier un nouveau jeu de tarot, de rééditer un jeu de tarot, c'est ça? Oui, je viens de rééditer le jeu de tarot de Jean Noblet, donc en industriel, en 78 cartes, un prix très raisonnable de 22 euros. 22 euros, oui, tout à fait. Et là, je publie dans une dizaine de jours un livre où toutes les histoires que je peux raconter, les analyses de ces cartes, sera dedans, bien sûr. Bien. Et ce livre, on pourra se le procurer, en avoir l'adresse, etc. Oui. Tout simplement en allant sur votre site letarot.com. Sur mon site, ou les FNAC, etc. Voilà, tout à fait. Et puis sur le site psiland.org, le site de l'émission, on mettra toutes vos références et toutes vos coordonnées, bien entendu, pour ceux qui voudront poursuivre cette discussion ou aller à votre rencontre. Merci beaucoup Jean-Claude Flornoy. Merci. Une Merci très bonne fin de nuit. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain, samedi, de 23h jusqu'à 1h du matin pour d'autres dossiers étranges, bien entendu. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du phénomène paranormal, n'hésitez pas à m'appeler au 0826 300 300 pour passer à l'antenne dans une des émissions des Aventuriers de l'étrange en compagnie de spécialistes pour répondre aux questions que légitimement vous vous poserez, évidemment, ou vous posez si vous avez vécu un phénomène paranormal. Vous pouvez également m'écrire à étrange@sudradio.fr. Bonne nuit et à demain.